nous n'aimions pas suffisamment la liberté. Qui plus est, nous n'avions pas conscience de ce qui était en train de se jouer. Nous méritions purement et simplement tout ce qui est arrivé ensuite. Cette citation sinistre, tirée de l'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn, ne s'applique que trop bien à la situation que nous traversons. Tout comme l'Union soviétique s'est progressivement métamorphosée en l'un des régimes les plus oppressifs que le monde ait connus, l'Occident dérive inexorablement vers le techno-totalitarisme. Cette érosion des libertés individuelles et du droit à la vie privée se poursuit dans l'apathie généralisée et dans l'indifférence de tous. Tous ? Non, car un contingent d'irréductibles défenseurs de la liberté s'oppose encore et toujours à ces tentations autoritaires. Edward Snowden, que l'on ne présente plus, est toujours le premier à tirer la sonnette d'alarme. Le 20 avril dernier, lendemain du halving, les sénateurs américains ont voté en faveur de la section 702 de la loi FISA, ce que le lanceur d'alerte n'a pas manqué de critiquer. Concrètement, ce vote a pour effet de permettre à la NSA d'accéder aux communications de quasiment toutes les entreprises américaines, ainsi qu'à celles de nombreuses organisations et individus. Selon le sénateur Ron Wyden, ce vote représente, début de citation, l'une des expansions de l'autorité de surveillance du gouvernement les plus spectaculaires et terrifiantes de l'histoire. Fin de citation. Toujours selon Wyden, cette autorisation va en pratique forcer un grand nombre d'entreprises et d'individus à faire de l'espionnage pour le compte du gouvernement. C'est une défaite majeure pour les défenseurs de la vie privée. Comme le disait Snowden sur Twitter quelques jours avant le vote, la NSA va prendre le contrôle d'Internet dans quelques jours. Et cela ne fait la une d'aucun journal, parce que personne ne l'a remarqué. C'est à peine une exagération, car la section 702 permet à la NSA de forcer les fournisseurs d'accès aux communications électroniques, comme Verizon ou Google, de leur donner accès aux communications qu'elles facilitent. Évidemment, cette surveillance ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis, et concerne le monde entier. Comme le chante un groupe connu, nous vivons tous en Amérique. La surveillance ne fait que s'aggraver depuis le Patriot Act. La loi qui vient d'être votée redéfinit subrepticement la notion de fournisseur d'accès aux communications électroniques, de manière si inclusive qu'elle concerne maintenant une grande partie des entreprises qui proposent un accès Wi-Fi à leurs clients. Aéroports, salles de sport, espaces de co-travail, seuls les hôtels, cafés et bibliothèques sont encore exemptés. La section 702 s'applique aussi aux fournisseurs de services qui entrent dans nos maisons. Une femme de ménage ou un plombier pourrait être forcée d'espionner leurs clients, sans pouvoir le leur révéler sous peine de lourde amende. D'autre part, nous n'avons aucune raison de croire que la NSA se limitera à agir dans le champ déjà très permissif qui leur est donné par cette loi. Concrètement, c'est un blanc-seing qui les affranchit de tout contre-pouvoir. C'est un monde orwellien, ou plutôt huxleyien, qui se dessine sous nos yeux, dans l'indifférence globale des populations occidentales. Le lendemain de ce vote, le 20 avril, Snowden s'est fendu d'un tweet laconique. Répression financière. Assurez-vous d'être prêts. L'informaticien semble convaincu que les mesures de gel de comptes en banque utilisées par le gouvernement canadien contre les camionneurs du convoi de la liberté vont être généralisées dans le monde occidental. Il continue par un autre message, encore plus solennel. L'Amérique a perdu quelque chose d'important aujourd'hui. Les gros titres des médias étatiques crient et s'égosillent au sujet des plans malfaisants de vos concitoyens et de la nécessité de conduire des guerres sans fin à l'étranger. Mais ils ne trouvent aucun mot pour dénoncer un crime contre la Constitution. Le futur nous dira si le passage de ces mesures dystopiques, incitées par la Maison-Blanche, sont un point de bascule dans la progression de la surveillance généralisée. D'ores et déjà, l'ambiance semble avoir changé. La fin du mois d'avril a été entachée par plusieurs autres assauts liberticides coïncidents. Mercredi 24 avril, les fondateurs de Samurai Wallet, Keon Rodriguez et William Lonergan Hill, ont été inculpés sous le chef d'accusation de association ou entente en vue du blanchiment des capitaux. Leur service de mixage hébergé en Islande, permettant d'améliorer l'anonymat de transactions Bitcoin, a été saisi et il risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Cette action du département de la justice américaine s'est produite dans la continuité de celle intentée contre d'autres services d'anonymisation des transactions blockchain, contre Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash, et contre Roman Sterlinghoff, opérateur de Fog. Plus tôt dans le mois, le juge de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, a exigé la censure de pages Facebook, Instagram, TikTok, Telegram et X appartenant à des personnes accusées d'inciter à des attaques contre la démocratie brésilienne. Cela lui a valu d'être violemment critiqué par Elon Musk, qui a affublé le juge du surnom Dark Vador du Brésil. Le 24 avril, toujours, la plateforme de vidéo Rumble a révélé avoir reçu une subpoena de la part du comité judiciaire de la Chambre des représentants américaine. Cette subpoena, qui est une injonction officielle de produire une preuve, a été faite dans le cadre d'une investigation sur la censure en ligne. Rumble a révélé que cette demande, qu'ils sont forcés d'honorer, porte sur des informations liées aux ordres de la Cour suprême brésilienne.
Snowden a d'autre part relayé sur X une publication conjointe des chefs de police européennes qui déclarent ne pas tolérer l'existence d'espaces au-delà de la portée des forces de l'ordre, au nom de la défense de l'enfance. Le site Reddit a récemment commencé à demander à ses utilisateurs d'authentifier leur identité, et il existe des informations non confirmées circulant en ligne selon lesquelles d'autres réseaux sociaux auraient reçu des subpoena. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Joe Biden a signé, toujours le 24 avril, une loi bannissant TikTok des États-Unis, si son propriétaire chinois refuse de le vendre. Le même jour, le Parlement européen a adopté des mesures anti-blanchiment d'argent visant clairement les crypto-monnaies. Ces mesures limitent les paiements anonymes au-dessus de 3 000 € et interdisent purement et simplement ceux au-dessus de 10 000. Tous ces éléments épars que nous venons de lister semblent pointer vers un renforcement majeur de la surveillance internationale, non seulement officiellement, mais aussi de manière officieuse et dissimulée. Ce ne sont ici que des spéculations, et elles doivent être donc prises avec des pincettes. Mais le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui ne connaît que trop bien la vindicte des empires, semble partager notre inquiétude. Bien que ce sujet soit remarquablement absent des médias de grand chemin, le mois d'avril 2024 aura été marqué par un recul préoccupant de la liberté d'expression et du droit à la vie privée. L'extrait d'interview que nous vous proposons aujourd'hui n'est pas récent. Il date d'une conférence publiée en août 2022. Nous en avons fait une traduction synthétique. Les propos de Snowden, cependant, n'ont pas pris une ride. Il parle de la maturation du secteur crypto, de ses tentations spéculatives et du changement qualitatif d'Internet, sur lequel des développeurs amoraux construisent aveuglément les fers qui les enchaîneront demain. Il nous rappelle le rôle fondamental des cypherpunks et nous invite à nous inspirer de leur approche pour préserver l'idée originale d'Internet. La défense de la neutralité d'Internet et la lutte pour la liberté monétaire sont en fait un seul et même combat. Comme le rappelle Snowden dans un tweet du 26 avril, réparer la monnaie, c'est la première étape qui nous permettra de réparer l'État. Sans plus attendre, voici Edward Snowden. Merci d'écouter Money Radar Crypto. Coucou, c'est moi, la voix. Désolée d'interrompre cette vidéo, mais j'ai une annonce importante à vous faire. Notre nouvelle newsletter crypto 100% gratuite est lancée. Chaque semaine, découvrez des pépites crypto sous les radars et nos analyses pour optimiser vos investissements. Jeudi prochain, on décrypte un projet IA qui devrait faire couler beaucoup d'encre dans les mois à venir. Pour ne pas manquer ça, inscrivez-vous via le lien en description. C'est gratuit et sans engagement, alors foncez. Je pense que la volatilité du marché de la crypto est le signe d'un processus de maturation. C'est un phénomène qui existe depuis ses débuts. J'utilise personnellement les crypto-monnaies depuis très longtemps. Elles ont joué un rôle central dans les révélations de 2013, car je les utilisais alors comme moyen de paiement. Et c'est ce que je pense que beaucoup de gens oublient. Ils voient la crypto avant tout comme un investissement. Je pense vraiment que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Cette approche génère des périodes d'euphorie, caractérisées par un surplus d'émotions menant à de mauvaises décisions. Les gens parlent de devenir richissimes et de projets qui s'envolent vers la Lune. Mais comment un projet peut-il avoir du succès si personne ne l'utilise pour faire ce pourquoi il a été conçu ? Or, d'année en année, ces projets s'améliorent et fonctionnent de mieux en mieux. Ils se rapprochent des objectifs pour lesquels ils ont vraiment été conçus. C'est l'un des avantages des hivers crypto. Les organisations de capital risque sont en berne. Elles collectent moins d'argent auprès des sociétés et des consommateurs, et donc prennent moins de risques avec les fonds de leurs clients et les prêts qu'ils contractent sur ces fonds. Ces organisations ont un fonctionnement qui peut parfois se rapprocher de l'escroquerie, et qui ralentit en période d'intensité réduite. Les seules personnes qui restent sont celles qui utilisent réellement ces réseaux de manière fonctionnelle. Cela est possible parce que le réseau fonctionne toujours, que le prix du jeton soit de 60 000 ou de 6 $. Les gens qui sont là sur le long terme, soit pour créer et construire, soit parce qu'ils sont simplement convaincus du bien fondé de la technologie, ne disparaissent pas en période de baisse. C'est comme un feu de forêt. Une fois que le sol est défriché, les plantes se remettent à pousser. C'est un moment inconfortable et difficile, et malheureusement, il s'impose à nous. Nous devrions pouvoir anticiper ce genre de choses, mais il me semble que l'humanité a du mal à tirer les leçons de l'histoire. Nous avons tendance à répéter continuellement les mêmes erreurs, et il est douloureux et difficile pour nous de les dépasser. C'est un sujet que je veux aborder maintenant. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi y a-t-il autant d'arnaques ? Il existe un niveau raisonnable de complexité, de sophistication financière et de sophistication technique dans ces projets qui finissent par exploser en vol, en particulier quand il s'agit d'expériences algorithmiques. Il y a tellement de projets qui sont tout simplement des rug pulls, des schémas de Ponzi qui n'offrent franchement aucune véritable proposition de valeur à long terme, qui ne peuvent pas raisonnablement être utilisés de manière durable, qui ne représentent pas une amélioration significative par rapport au système préexistant. La question qu'on est en droit de se poser est la suivante.
Pourquoi les gens font-ils ça? Facebook parle de métaverse et de réalité virtuelle. Ce sont des choses qui sont bonnes en elles-mêmes. C'est grâce à ce genre d'espace numérique partagé que je peux communiquer avec vous aujourd'hui et être présent bien que je ne sois pas dans la pièce et que je n'ai pas l'option de voyager. Mais le réseau, le chemin numérique nous est clairement hostile, bien que dans ce cas, nous ayons réussi à le surmonter. Ce qui me chagrine, c'est que beaucoup de gens essaient d'occuper cet espace public, d'en tirer des rentes, de s'en approprier une partie plutôt que d'essayer de le développer pour le bénéfice de tous. Mark Zuckerberg est loin d'être le seul à le faire. L'histoire nous apprend que ce genre de choses ne peut pas être fait par un homme seul. C'est clairement au-dessus de capacités individuelles. Les gens comme Zuckerberg ont besoin d'amis, d'employés, d'associés qui connaissent mieux qu'eux leur domaine de compétences et qui sont prêts à travailler à leur service. Fondamentalement, ils ont besoin de personnes qui leur apporteront une plus grande force créatrice soumise à leurs décisions. Et je ne parle pas de Zuckerberg en particulier, il y a 10 000 autres personnes comme lui aujourd'hui. La culture du noyau créatif de la force technique a changé au cours des 100 dernières années. Ce changement s'est accentué au cours des 30 dernières en particulier. L'ambiance a changé depuis mes premiers pas sur Internet, lorsque j'étais jeune, lorsque le web était encore un espace sauvage de liberté. Pour pouvoir participer, il nous fallait construire nous-mêmes nos propres systèmes. Cet effort technique signifiait que seules les personnes désirant vraiment être sur Internet s'y trouvaient. Ce n'était alors pas une obligation. Vous n'étiez pas obligé d'être connecté à Internet pour participer à l'économie moderne. De la mouture originelle d'Internet a surgi une tribu, les cypherpunks. Ce sont leurs efforts qui ont finalement conduit à la création de technologies, parmi lesquelles la crypto-monnaie. Ces techniciens utilisaient leur intellect pour créer des outils et rédiger de longs essais, qui parfois n'étaient lus que par une dizaine de personnes, qui collaboraient dans des petits groupes de pairs utilisant des listes email. Beaucoup de leurs efforts n'ont pas porté leurs fruits, mais ils étaient si engagés, si passionnés par l'idée de changer la façon dont le système mondial fonctionnait, qu'ils sont finalement parvenus à leur objectif. Que leur est-il arrivé? Je pense que nous avons assisté à un changement de culture. Ces techniciens, qui par le passé ont pu se regrouper en tribus numériques défiant les institutions, se soumettent aujourd'hui à elles, moyennant un salaire mensuel ou un intéressement. Ils deviennent des outils, des instruments des institutions. Nous devons nous demander comment et pourquoi cela s'est produit. Pourquoi cela les attire-t-il? Pourquoi est-ce si récurrent? Pourquoi tant de personnes différentes, d'origines différentes, dans des systèmes différents font-elles ça? On peut voir passer toutes sortes d'histoires de la Silicon Valley, où une partie du personnel rentre en résistance contre Google ou dans une entreprise similaire. Mais Google continue. Et qu'arrive-t-il aux protestataires? Qui sont les 99 autres % des employés qui continuent de travailler pour Google et par quoi sont-ils motivés? Il faut que les gens reconnaissent que les systèmes sur lesquels ils travaillent n'existeraient pas sans leur participation, en particulier sans la contribution des spécialistes. Il y a les utilisateurs, et puis il y a les gens qui construisent des systèmes autour des utilisateurs. Si vous faites partie des constructeurs et que vous êtes amoraux et mercenaires, attention, je ne dis pas immoral ici, mais amoral. Cela signifie que vous ne vous souciez tout simplement pas de la manière dont ce genre de système affectera le monde entier. Si vous faites partie de ce groupe, je voudrais vous demander la chose suivante. Prenez juste un moment et réfléchissez à ce à quoi ce monde, dans lequel vous aussi devrez vivre, va ressembler, dans 5 ans ou dans 10 ans. Comment vous sentirez-vous lorsque vous présenterez votre passe et que le système que vous avez vous-même développé vous renverra non pas un code vert, mais un code orange ou rouge ?